14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. À chaque fois qu'elle allait à l'hôpital, il venait demander des nouvelles. Après on riait, puis elle me disait « Oh ben il vient voir si je suis morte ». Bonjour, un viager peut-il faire germer chez un homme les idées les plus sordides? Vouloir abréger au plus vite la vie d'une propriétaire âgée pour récupérer le bien convoité et parfois même au-delà, toute sa fortune, quitte pour cela à utiliser l'une des plus vieilles et des plus expéditives recettes criminelles, le poison. Ce soupçon a fini par rattraper le dénommé Olivier Caplard, un ancien chef d'entreprise. La justice l'a condamné pour avoir essayé d'intoxiquer une vieille dame du Canet afin d'empocher le viager. Et cet homme attend aujourd'hui en prison son deuxième procès. Viager toujours, il sera jugé au printemps prochain pour la mort étrange d'une rentière de Cannes qui elle aussi lui avait accordé sa confiance. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Et aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Olivier Caplard, les viagers empoisonnés. Dossier qui s'ouvre au printemps 2015 sur la Côte d'Azur, avec le malaise d'une dame âgée qui jusque-là se portait comme un charme. Ce mardi 7 avril 2015, à la mi-journée, Suzanne Bailly, 85 ans, a regagné son appartement sur les hauteurs du Canet, dans la petite résidence Azur Soleil Sérénité, au numéro 34 de l'avenue du Mont-Joli. Elle partage cet immeuble au jardin fleuri avec 5 autres retraités qui se connaissent toutes, se rendent fréquemment visite et s'échangent de menus services. Suzanne a passé la matinée avec son Yorkshire chez le coiffeur. Elle a déjeuné puis a décidé de se reposer dans le salon. Mais la voilà qui ne se sent pas très bien. Elle est prise de vertige, de tremblements, sa vue se voile et son équilibre devient précaire. Des symptômes qu'elle connaît bien. Aux alentours de 16h40, sur le point de perdre connaissance, elle téléphone au gardien de la résidence, Gabriele Marino Affettati, 62 ans, un ami, l'homme de confiance des résidentes qui l'appelle simplement Gabi. Gabi, viens vite, ça recommence, dit-elle. Le gardien se rend aussitôt dans l'appartement, il trouve la porte entr'ouverte et Suzanne, sur le sol, prise de tremblement. Anne-Marie, la voisine de palier, vient à la rescousse. Elle était molle, elle s'est mise à baver, elle voulait arracher sa robe, racontera le gardien. C'est la 3e crise similaire que fait Suzanne. Le 11 février, puis le 21 mars, elle avait été retrouvée à terre, prise de convulsions et d'hallucinations, ne maîtrisant plus les mouvements de ses bras ni de ses jambes. Une voisine se souvient, la 2e fois on s'est dit, on ne la reverra plus, elle était quasiment morte. Suzanne Bailly est admise au service des urgences de l'hôpital de Cannes à 18h09. Elle agite les bras en permanence et se trouve dans l'incapacité de parler. Les premières analyses ne décèlent rien de particulier. Les médecins ne peuvent que constater que la patiente souffre à nouveau du mal mystérieux qui déclenche chez elle des crises délirantes. Il pourrait s'agir d'un AVC, mais rien n'est sûr. Gabi Marino Affettati, le gardien qui a accompagné la résidente jusqu'à l'hôpital, ne se sent soudain pas très bien, lui non plus. Il a la bouche pâteuse, a envie de boire. Il reprend le volant pour rentrer chez lui, mais a toutes les difficultés du monde à conduire. Il ne voit plus rien. Il zigzague, cogne dans les trottoirs. Il arrive enfin à la résidence, s'extrait en titubant du véhicule, monte quelques marches, puis s'effondre, lourdement. C'est son épouse, de retour au domicile, qui le retrouve, à terre, tremblant, la bouche ouverte. 3 heures après l'admission de Suzanne Bailly aux urgences, l'hôpital de Cannes accueille un cas similaire. La médecin de garde est perplexe. Le gardien, sanglé car il semble surexcité, est soumis à un scanner du cerveau et à une ponction lombaire. Rien de suspect. Le patient est endormi, puis se réveille au petit matin du 12 avril en appelant à l'aide. Il a repris ses esprits et raconte alors une troublante histoire. À la médecin de garde, Gabi indique qu'il a accompagné la veille aux urgences une certaine Suzanne Bailly, la dame prise de convulsions. Elle l'avait appelée au secours. La résidente avait alors prononcé quelques mots à propos de la bouteille de Vittel posée sur la table. Elle se plaignait que l'eau avait un mauvais goût. Gabi avait avalé quelques gorgées de liquide et avait effectivement noté que celui-ci était très amer. La voisine de palier, Anne-Marie, avait également été invitée à se servir un verre mais avait recraché le contenu, celui-ci s'avérant imbuvable. La médecin
écoute ce récit avec attention. 2 patients qui présentent des symptômes identiques après avoir absorbé le même breuvage. Il s'agit de toute évidence d'une intoxication. La direction de l'hôpital est prévenue. Le commissariat de Cannes est appelé pour une suspicion d'empoisonnement. Les policiers vont immédiatement se rendre à l'hôpital ainsi qu'à la résidence Azur, Soleil, Sérénité. Les policiers vont pourtant vite s'intéresser à ce fameux viager, un contrat qui pourrait avoir suscité des convoitises puisque c'est bien des traces de poison qu'on va découvrir finalement dans l'organisme des 2 victimes. Mercredi 8 avril 2015, au lendemain des hospitalisations de Suzanne Bailly, une habitante du Canet, et du gardien de la résidence, Gaby Marino Affettati, le brigadier chef de la section criminelle de la PJ cannoise se présente à l'hôpital. Il lui est impossible d'interroger Suzanne Bailly. Celle-ci est toujours agitée, en proie à des hallucinations. Elle est sanglée sur le lit. Son pronostic vital est engagé. On ne donne pas cher de son sort. Suzanne Bailly, femme à la santé de fer, parviendra à survivre et à remonter la pente après 36 jours d'hôpital. J'avais des visions terribles. Les rideaux de ma chambre étaient couverts de bestioles. J'ai entendu l'infirmière dire « Il faut lui amener des habits, elle n'en a plus pour très longtemps », racontera Suzanne. Le gardien hospitalisé confirme lui aux policiers que Suzanne et lui ont bu de l'eau minérale issue d'une même bouteille. À 10h40, les enquêteurs procèdent ce jour-là à la perquisition de l'appartement de Suzanne Bailly. La bouteille suspecte posée sur la table de la cuisine est saisie. Les policiers interrogent Anne-Marie, la voisine de palier. Cette dernière leur raconte une curieuse scène survenue au matin de l'empoisonnement. Vers 11h, elle est entrée dans l'appartement de Suzanne, dont elle a les clés pour prendre de ses nouvelles. Depuis le palier, elle a appelé à 2 reprises « Ça va, Suzanne ?» Une drôle de voix lui a répondu « Oui, ça va », depuis la salle de bain. Anne-Marie n'a pas reconnu le timbre habituel de son amie, mais quelque chose de beaucoup plus grave. « Vous avez une drôle de voix », a-t-elle dit en s'approchant de la salle de bain. Mais juste à ce moment-là, le téléphone a sonné dans son propre appartement. Elle est donc sortie pour aller répondre. Il n'y avait personne au bout du fil. Quand elle est retournée chez Suzanne, le logement était vide. Anne-Marie croisera Suzanne à 12h30, de retour du salon de coiffure. Celle-ci lui dira que ce n'était pas elle qui était dans la salle de bain. 8 jours après les hospitalisations, les analyses toxicologiques tombent. De l'atropine, une substance notamment contenue dans la belladone, une plante présente dans les rites de sorcellerie et aussi utilisée en ophtalmologie. De l'atropine est décelée dans le sang de Suzanne et de Gaby. Une dose quasiment mortelle pour la vieille dame. Les policiers savent aussi que le coup de fil anonyme donné à la voisine, cet appel qui l'a poussé à sortir de l'appartement de Suzanne, a été donné par un certain Olivier Caplard, un nom qui ne leur est pas inconnu. Olivier Caplard est effectivement l'homme qui a acheté en viager l'appartement de Suzanne Bailly. Les résidentes racontent que ces derniers temps, il venait souvent prendre des nouvelles de la propriétaire, ce qu'il ne faisait jamais auparavant. L'intéressé avait une clé de l'appartement. Le 20 avril, Olivier Caplard, chef d'entreprise au chômage, 45 ans, marié, sans enfant, est entendu par les policiers. Il admet s'être rendu le 7 avril dans l'appartement de Madame Bailly pour faire des photos du logement pour une revente future. Il précisera ensuite s'être caché dans les toilettes en entendant Anne-Marie, très gênée de s'être introduit dans l'appartement en l'absence de la propriétaire. Au domicile d'Olivier Caplard, les enquêteurs saisissent dans un placard de la cuisine 10 flacons d'atropine sous forme de collyre, un produit destiné, dit-il, à son chien, Calvin, qui souffre d'une maladie dégénérative. Caplard dément obstinément avoir voulu faire du mal à Suzanne Bailly. Les policiers ne le croient pas, le juge non plus. Le 22 avril, il est mis en examen pour empoisonnement avec préméditation. L'enquête n'est pas pour autant terminée.
Le docteur Gaillard, toxicologue, établit que l'atropine qui a failli tuer Suzanne Bailly et rendu malade Gaby Marino Affettati, le gardien de la résidence, est bien de nature identique à celle retrouvée dans les flacons d'Olivier Kapler. Lors de ses auditions chez le juge, l'homme répète qu'il n'a pas empoisonné la résidente du Canet et qu'il n'avait aucune raison de le faire. Les policiers s'intéressent à la personnalité de cet homme qui a multiplié les emplois de commis de cuisine au Palais des Festivals à Cannes, jusqu'à vendeur à Saint-Tropez, employé dans la société de son père dont il a fini par prendre les rênes, mais qui a périclité. Olivier Kapler dispose de revenus locatifs qui avoisinent les 5 000 € par mois. Il est propriétaire de 2 appartements, dispose de 5 autres biens en viager. En 2008, il avait acquis avec sa femme un logement en viager auprès d'une certaine Janine Hézard. Celle-ci est décédée seulement 7 mois après la signature du contrat. Des investigations sont conduites sur ce décès, mais elles n'aboutissent pas. 4 mars 2019, après 4 ans de détention provisoire, Olivier Kapler comparaît devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice. Suzanne Bailly, désormais âgée de 89 ans, est au premier rang, bien décidée à témoigner, tout comme Gaby, le fidèle gardien de la résidence, empoisonné lui aussi par accident. Kapler est furieux d'être dans le box des accusés. Il dit d'avoir été humilié, traîné dans la boue depuis 4 ans. Il ne reconnaît pas les faits qu'on lui reproche. Investir en viager, ça n'est pas un crime, dit-il. Certes, j'avais un mobile, mais ça ne fait pas de moi un homme mauvais. Sur son ordinateur, les enquêteurs ont trouvé des traces de consultation de nombreux sites médicaux et une recherche sur le mot orthographié atropine. Il a consulté aussi un site d'avis de décès. Quand mes chèques tardaient à être encaissés, je consultais pour voir s'il n'y avait pas une annonce. Les jurés tranchent. Kapler est condamné à 20 ans de prison. Olivier Kapler a nié en bloc et il fait appel du verdict. Il ne sait pas encore que l'empoisonnement de Suzanne Bailly a fait surgir le fantôme d'une autre habitante de la Côte d'Azur, morte après un viager qui pourrait être lui aussi empoisonné. Ce 26 février 2020, 1 an après sa première condamnation, Olivier Kapler comparaît devant la cour d'assises d'appel des Bouches-du-Rhône. Il montre moins d'assurance qu'en première instance et consent à des demi-aveux. Il reconnaît désormais avoir glissé de l'atropine dans la bouteille d'eau minérale de Suzanne Bailly. Non pas pour la tuer, dit-il, mais pour la rendre malade. Kapler espérait qu'elle déserte Cannes, retourne à Belfort. Il aurait pu alors revendre rapidement un bien qui n'aurait plus été occupé. « Je ne suis pas un assassin, un meurtrier, un psychopathe », se défend l'accusé qui dit avoir pris de mauvaises décisions dans un contexte de débandade financière. L'avocat général réclame 30 ans de prison. Kapler écope cette fois de 25 ans de réclusion, 5 de plus qu'au premier procès. Des audiences assombries par un autre dossier qui semble se profiler contre l'accusé. 2 ans après l'empoisonnement de Suzanne Bailly, 12 avril 2017, les sœurs Rancurel, Evelyne et Marie-Martine, sont tombées sur un article de Nice Matin relatant l'affaire. Elles ont aussitôt fait le lien entre cet Olivier C., cité dans l'article, et l'homme qui était devenu le légataire universel de leur grand-tante, Jacqueline Imbert. Celle-ci était morte en novembre 2014 à Cannes, à 92 ans, en laissant à Kapler la totalité de ses biens, un appartement, des garages, une maison de campagne, un patrimoine évalué à 700 000 €. Dans l'intervalle des procès, les 2 sœurs ont déposé plainte. Au regard des doutes existants sur Olivier Kapler, les enquêteurs ont alors procédé, dans la plus grande discrétion, à l'exhumation du corps de Jacqueline Imbert. Il s'est avéré que la dépouille recelait des doses massives d'atropine. Un coup de théâtre, Olivier Kapler nie les faits, mais il est tout de même mis en examen. Olivier Kapler va être donc renvoyé à nouveau devant la cour d'assises pour cet empoisonnement ayant entraîné la mort de Jacqueline Imbert. Le procès doit se tenir dans 8 mois. L'accusé montrera-t-il un nouveau visage ? Du 22 au 26 mai 2022, Olivier Kapler va retrouver le décor de la cour d'assises des Alpes-Maritimes. S'il est reconnu coupable du décès de Jacqueline Imbert, 92 ans, une femme qui lui avait accordé sa confiance et lui vouait une affection quasi maternelle,
Caplar risque fort de voir son séjour carcéral allongé. Les proches de Jacqueline Imbert, qui avaient dénoncé l'ancien chef d'entreprise à la police, attendent de pied ferme ce rendez-vous judiciaire sans se faire de grandes illusions. On veut l'entendre, même si on s'attend aussi à ce qu'il nie jusqu'au bout. Pour Jacqueline, indique l'une de ses petites nièces, Marie-Martine Rancurel. Les sœurs Rancurel décrivent les dernières années de leur grand-tante, une femme qui serait tombée sous l'emprise d'Olivier Caplar. Il était aux petits soins, il l'emmenait au restaurant, il l'appelait sa marraine de cœur, disent-elles. Le 1er novembre 2014, jour de Toussaint, Jacqueline Imbert allait très bien. 2 jours plus tard, elle s'éteignait de sa belle mort après être tombée dans le coma. La famille de la défunte est persuadée que la vieille dame a été empoisonnée à l'atropine, la substance qui a failli causer la mort de Suzanne Bailly. L'exhumation de sa dépouille le confirmerait. L'avocate des sœurs Rancurel, maître Ariane Kapsch, est affirmative. On était à 2 doigts du crime parfait. Dans cette nouvelle affaire, Olivier Caplar a gardé le silence et longtemps refusé de répondre aux questions du juge d'instruction. L'intéressé conteste la valeur des analyses effectuées post-mortem sur un cadavre exhumé très tardivement. Des contre-expertises ne sont pas exclues dans ce dossier. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.